y a un papier, probablement dans un carton chez vous, qui peut à lui seul vous rendre 8 trimestres, soit 2 ans de retraite. Et il n'est pas tout seul, il y en a 9. 9 papiers qui décident de la date à laquelle vous partez et du montant que vous toucherez tous les mois jusqu'à la fin de votre vie. Et malheureusement, personne ne les cherchera à votre place. Sur son propre site, dans la page où elle explique comment corriger votre relevé de carrière, l'assurance retraite écrit ceci. Nous ne vous certifions pas être en mesure de récupérer ces documents. La traduction, les papiers qui prouvent que vous avez travaillé, ce n'est pas son travail de les retrouver, c'est le vôtre. Mais avant de vous les détailler un par un, il faut que vous sachiez ce que vaut un trimestre, sinon les chiffres qui suivent ne veulent rien dire. Sur une retraite de base de 1 200 € par mois, un seul trimestre qui manque vous fait perdre 2 fois, sur le taux et sur la durée, soit environ 22 € par mois. Ça paraît peu, sauf que sur 25 ans de retraite, ça fait près de 6 600 €. Et si votre pension tourne autour de 1 500 €, c'est environ 27 € par mois, donc plus de 8 000 €, pour un seul trimestre et uniquement sur la retraite de base. On attaque le premier papier, qui en réalité n'en est pas un, mais 3. Et ce qu'ils déclenchent ensemble, presque personne ne le connaît. Pour ça, je vous lis la CNAV, parce que c'est écrit noir sur blanc. Le paiement de la retraite personnelle du régime général est garanti dès le mois qui suit le point de départ à la retraite. Pour en bénéficier, l'assuré doit déposer le dossier complet au moins 4 mois civils avant le point de départ. Autrement dit, si votre dossier est complet 4 mois avant, votre caisse doit vous verser quelque chose dès le mois qui suit votre départ. Soit votre retraite calculée, soit un versement provisoire si elle n'a pas fini de l'étudier. Elle n'a pas le choix, et c'est précisément là que ça devient intéressant pour vous. Alors ces 3 papiers, les voilà. Votre justificatif d'identité et de situation familiale, un relevé d'identité bancaire, et votre dernier avis d'imposition. Prenez Sylvie, elle dépose son dossier 4 mois avant, avec tout ce qu'il faut, c'est-à-dire son identité, sa situation familiale, un RIB et son dernier avis d'imposition. Résultat, sa première pension tombe le mois qui suit son départ. Sa collègue dépose le même jour, sauf qu'il lui manque l'avis d'imposition, celui qui dort dans un tiroir chez elle. Et comme son dossier n'est pas complet, la garantie ne joue pas. Sa pension arrive 2 mois plus tard. Sur 1 300 € par mois, ça fait 2 600 €. Elle finira par les toucher, parce que la caisse rattrape, mais elle les touchera après. Alors que les factures, elles, tombent à l'heure. Tout ça pour une pièce qu'elle avait chez elle. Et si vous faites votre demande en ligne, sachez que vous êtes dispensé des justificatifs d'identité et de nationalité. Voilà pour la date. Tout ce qui suit ne décide plus de quand vous partez, mais de combien vous touchez, et parfois de l'âge auquel vous avez le droit de partir. Maintenant, le deuxième document, c'est celui dont je vous parlais en ouverture, le certificat de travail d'époque. Celui qu'on vous remet quand vous quittez une entreprise. Il sert dans un cas très précis, et ce cas est plus fréquent qu'on ne croit. Il arrive qu'une année où vous avez réellement travaillé n'apparaisse pas sur votre relevé. Tout simplement parce que votre employeur n'a jamais reversé les cotisations, ou qu'il y a une erreur. Vous les avez payées, puisqu'elles étaient retenues sur votre fiche de paye. Elles ne sont juste jamais arrivées à destination. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas prouver un versement que vous n'avez jamais eu entre les mains. C'est exactement pour ça que la CNAV prévoit autre chose, qu'on appelle la validation sur présomption. Le mot fait peur, mais il veut simplement dire ceci. On vous croit s'il y a assez d'indices concordants. Le texte précise en effet que ces périodes peuvent être validées s'il existe des présomptions précises et concordantes que des cotisations ont été précomptées sur les salaires. Précompté, ça veut dire retenu directement sur votre paye. Concrètement, il faut 2 choses. Une déclaration sur l'honneur, que vous écrivez vous-même, et ce fameux certificat de travail d'époque. Le tout dans la limite de 8 trimestres par employeur, soit 2 années entières. Et maintenant, la ligne qui change tout, les périodes validées sur présomption sont prises en compte en tant que trimestres cotisés. Et ce mot, cotisé, il faut que je vous l'explique, parce qu'il est ultra important. Vos trimestres sont de 2 sortes, ceux que vous avez cotisés, où vous avez travaillé et payé, et ceux qu'on vous a donnés sans cotisation. Le chômage, la maladie, les enfants, le service militaire, etc. Ceux-là, on les appelle les trimestres assimilés. Pour le taux plein, les 2 comptent pareil, mais pour partir plutôt en carrière longue, c'est-à-dire quand on commence à travailler très jeune, seuls les trimestres cotisés comptent. Donc ces trimestres-là ne font pas gonfler votre pension. Ils peuvent uniquement vous faire partir avant. Prenons l'exemple de Karine. Elle a travaillé 3 ans dans une entreprise du bâtiment qui a fermé en 1988. Sur son relevé, il lui manque 6 trimestres, mais elle n'a plus un seul bulletin de paye. Mais heureusement, elle a gardé le certificat de travail qu'on lui a remis en partant. Avec ce papier et une déclaration sur l'honneur, ces 6 trimestres peuvent être validés et comptés comme cotisés. Et 2 précisions qui font la différence entre un dossier accepté et un dossier rejeté. Si votre certificat n'est pas d'époque, s'il a été refait plus tard, il doit préciser sur quel document il s'appuie. Les livres comptables, les archives, les fiches du personnel. Sans ça, il ne vaut rien. Et si le trou dépasse 8 trimestres, ce n'est pas fermé, mais ça ne se règle plus au guichet. Ça passe devant la commission du recours amiable, c'est-à-dire le comité qui réexamine les décisions de votre caisse quand vous les contestez. Revenons à cette validation sur présomption. Parce qu'elle ne fonctionne pas qu'avec un certificat de travail. Elle marche aussi avec une preuve que vous avez peut-être gardée sans y penser. Vos bulletins de salaire. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire de les avoir tous. Le cas visé est celui-ci. Vous avez gardé quelques bulletins sur un trimestre, pas la totalité,
et ce que vous avez ne suffit pas à le faire valider. C'est précisément ce cas que la CNAV prévoit, à 3 conditions. Il faut au moins un bulletin par trimestre concerné, un bulletin sur lequel on voit que les cotisations ont bien été retenues sur votre salaire. Il faut également avoir travaillé tout le trimestre chez le même employeur. Et ça ne doit être ni votre premier, ni votre dernier trimestre chez lui. Là encore, on s'arrête à 8 trimestres. Ce qui veut dire qu'un seul bulletin par trimestre peut suffire. Alors ne jetez rien sous prétexte qu'il en manque. Alors la vraie question à ce stade, c'est est-ce que vous avez un trou comme celui de Karine sur votre relevé ? Parce que 8 trimestres, ce sont 2 ans, et personne ne va vous prévenir qu'il manque. Alors si vous voulez que je le fasse à votre place, le lien est en description. On continue. Jusqu'ici, il a fallu courir après des preuves qui datent de 30 ans. Le suivant, au contraire, vous l'avez sous la main, et c'est pourtant celui qui rapporte le plus de trimestres d'un coup. Votre livret de famille. Chaque enfant vous donne jusqu'à 8 trimestres. 4 au titre de la maternité, réservé à la mère, et 4 au titre de l'éducation. Et je commence par ce qui rassure, parce que je reçois cette question toutes les semaines et qu'on lit beaucoup de bêtises là-dessus. D'abord, si vos enfants sont nés avant 2010, ces trimestres d'éducation reviennent à la mère. La CNAV l'écrit noir sur blanc. Par contre, après 2010, il est tout à fait possible de se partager ces trimestres entre la mère et le père, pour un maximum de 2 pour le père. Ensuite, si vous ne voyez pas ces trimestres sur votre relevé, ce n'est pas une erreur. Ils n'apparaissent tout simplement pas avant 58 ans. Alors ne paniquez pas, mais les enfants, au moins, votre caisse finit par les voir. Vos arrêts maladie, souvent pas. Pourtant, 60 jours d'arrêt indemnisés, c'est un trimestre, et la plupart des gens en ont plusieurs qui n'ont jamais été signalés. La règle date de 1951, et elle n'a pas bougé depuis, avec 2 subtilités qui rapportent. La première, c'est que dans une même année, on additionne la maladie, la longue maladie, et l'arrêt qui suit un accident de travail, du moment que ces périodes ne se chevauchent pas. Prenez Corinne, qui a eu 3 arrêts la même année. 22, 19 et 24 jours. Aucun ne vaut un trimestre tout seul. Mais mis bout à bout, ça fait 65 jours, donc un trimestre. Mais encore faut-il que les 3 soient remontés à sa caisse. La seconde, c'est que si un arrêt est en cours au 31 décembre sans atteindre 60 jours, il n'est pas perdu pour autant. Il est reporté sur l'année suivante. Normalement, c'est l'assurance maladie qui signale ces périodes à votre caisse de retraite, mais quand ça n'a pas été fait, le texte prévoit que les décomptes de versement d'indemnités journalières produits par l'assuré sont recevables, et vous les téléchargez sur votre compte Amélie. Si vos arrêts sont trop anciens pour y figurer, vous demandez alors une attestation à votre caisse primaire d'assurance maladie, puisque c'est elle qui détient l'historique. Et c'est exactement la même histoire avec le chômage, sauf qu'il y a un piège en plus. Le papier, là, c'est l'attestation France Travail, celle qu'on oublie parce qu'on croit qu'elle arrive toute seule. Elle prouve vos périodes de chômage, et normalement France Travail la transmet directement. Sauf que la CNAV prévoit explicitement le cas où ça n'a pas été fait, et dans ce cas, c'est à vous de produire une attestation, en précisant la nature de l'allocation et les périodes indemnisées. Et voici le cas que personne ne traite. Si votre chômage n'était pas indemnisé, et qu'il se situe avant le 1er juillet 2012, rien n'a été transmis automatiquement. Vous devez fournir une déclaration sur l'honneur disant que vous étiez au chômage involontaire sans indemnisation, avec tout document appuyant votre situation, notamment une attestation de cessation de paiement de l'organisme qui vous a indemnisé avant. Après le 1er juillet 2012, c'est transmis. Avant, c'est à vous. Et si votre chômage est plus ancien encore, avant 1980, il y a une pièce que vous n'imaginez même pas recevable. Vos cartes de pointage, celles que vous faisiez tamponner. Le texte les cite noir sur blanc parmi les justificatifs acceptés, plus de 45 ans après. Et si vous ne les avez plus, la période peut quand même être validée par présomption, le mécanisme qu'on a vu tout à l'heure. Il y a ensuite une période entière que personne ne réclame jamais pour vous, parce qu'elle n'a jamais été signalée à qui que ce soit. Alors je vous pose la question directement. Est-ce que vous avez fait un TUC dans les années 80 ? Si c'est le cas, regardez votre relevé, car ils n'y sont probablement pas, et personne ne les ajoutera à votre place. C'est donc à vous de les déclarer, et c'est pareil pour les stages de formation professionnelle entre 1977 et 1992, sachant que la règle est de 50 jours pour un trimestre. Bon, jusqu'à présent, tous les papiers dont je vous ai parlé, vous pouviez les avoir chez vous. Le suivant, il est archivé dans une caserne. Car oui, là on parle du service militaire, et il vaut des trimestres. Car il faut savoir qu'ils sont comptés de façon plutôt généreuse, puisque les périodes sont validées par tranche de 90 jours, que le résultat est arrondi au chiffre supérieur, et que le trimestre venant de cet arrondi est affecté, je cite, dans la situation la plus favorable pour l'assuré. Pour le prouver, plusieurs pièces sont acceptées au choix, et n'importe laquelle fait l'affaire. L'état signalétique et des services, qu'on appelle aussi attestation de service accompli, l'extrait des services complets, l'extrait simplifié, ou encore la copie de la fiche matriculaire. Et à défaut de tout ça, le livret militaire. Le problème, c'est qu'il n'y a que 3 administrations en France qui les délivrent. Pour l'armée de terre, c'est le Bureau central d'archives administratives militaires à Pau. Pour l'armée de l'air, c'est le Bureau des archives et des réserves à Dijon. Enfin, pour la marine, le Centre de traitement de l'information pour les ressources humaines à Toulon. Et dernière chose à savoir sur le service militaire,
Entre le 23 novembre 2010 et le 13 octobre 2022, le livret militaire n'était plus accepté. Depuis, il est nouveau. Donc si votre dossier a été refusé dans cette fenêtre parce qu'il n'y avait que le livret, la règle a changé et vous pouvez le redemander. Et maintenant le dernier document, le plus simple de tous, celui dont on ne parle jamais parce qu'il n'a l'air de rien, alors que son absence bloque tout le reste. Les documents de cessation d'activité. Si vous êtes salarié, vous devez avoir cessé votre activité pour obtenir votre retraite. Et surtout, le prouver. Concrètement, il s'agit d'une déclaration sur l'honneur indiquant la date à laquelle vous avez arrêté, et elle porte sur les 6 mois qui précèdent votre départ. Ça paraît anecdotique, sauf que sans elle, la demande n'est pas retardée, elle est rejetée. Ce qui veut dire que vous recommencez tout avec une nouvelle date d'effet, et donc des mois de pension en moins. Voilà, vous avez la liste des 9 documents, mais ils tiennent tous sur une seule idée. Votre retraite se calcule sur des preuves, et c'est à vous de les avoir. Alors si vous avez besoin d'aide, je propose une analyse complète de votre relevé de carrière, le lien est en description. Abonnez-vous, ça m'aide énormément, mais surtout, ne vous faites plus avoir.